Bonjour à toutes et à tous. J'ai voulu vous parler un peu plus de Voltaire, l'auteur de Zadig. François-Marie Arouet, dit Voltaire, né le 21 novembre 1694 à Paris et mort dans la même ville le 30 mai 1778 à 83 ans. Il est un écrivain et philosophe français qui a marqué le XVIIIe siècle. Il était engagé pour la liberté et pour la tolérance de l'Église. Audacieux, il défend de toutes ses forces les droits des humains. À l'époque, on réprime brutalement toute liberté d'expression. Il a passé la majorité de sa vie en Angleterre, où il a trouvé une tolérance religieuse et où le pouvoir absolu n'existe plus depuis l'an 1689. La séparation des trois pouvoirs exécutif, législatif, judiciaire était favorable à la liberté, dont Voltaire se trouve plus à l'aise qu'en France, où le roi exerce un pouvoir absolu. Voltaire a défendu le libéralisme politique et économique. Il voit que la liberté politique influence positivement la liberté des individus. Le XVIIIe siècle était un siècle fascinant par un bouillonnement intellectuel dans tous les domaines philosophiques, littéraires, artistiques et scientifiques. Le mot d'ordre de ce siècle de lumière, c'est penser par soi-même, comme disait Kant, philosophe allemand. Les Lumières, c'est la sortie de l'homme hors de l'état du tutelle, dont lui-même est responsable. C'est servir de son propre entendement, intelligence. Thomas Bidi, le 7 juin 2020. Chapitre 6. Le ministre. Le roi avait perdu son premier ministre. Il choisit Zadig pour remplir cette place. Toutes les belles dames de Babylone applaudirent à ce choix, car depuis la fondation de l'Empire, il n'y avait jamais eu de ministre si jeune. Tous les courtisans furent fâchés. L'envieux en eut un crachement de sang et le nez lui enfla prodigieusement. Zadig, ayant remercié le roi et la reine, alla remercier aussi le perroquet. « Bel oiseau, lui dit-il, c'est vous qui m'avez sauvé la vie et qui m'avez fait premier ministre. La chienne et le cheval de leur majesté m'avaient fait beaucoup de mal, mais vous m'avez fait du bien. Voilà donc de quoi dépendent les destins des hommes. Mais, ajouta-t-il, un bonheur si étrange sera peut-être bientôt évanoui. » Le perroquet répondit « Oui, ce mot frappa Zadig. Cependant, comme il était bon physicien et qu'il ne croyait pas que les perroquets fussent prophètes, il se rassura bientôt. Il se mit à exercer son ministère de son mieux. Il fit sentir à tout le monde le pouvoir sacré des lois. Il ne fit sentir à personne le poids de sa dignité. Il ne gêna point les voix du divin. Et chaque vizir pouvait avoir un avis sans lui déplaire. Quand il jugeait une affaire, ce n'était pas lui qui jugeait, c'était la loi. Mais quand elle était trop sévère, il la tempérait. Et quand on manquait de loi, son équité en faisait qu'on aurait prise pour celle de Zoroastre. C'est de lui que les nations tiennent ce grand principe, qu'il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de condamner un homme innocent. Il croyait que les lois étaient faites pour secourir les citoyens, autant que pour les intimider. Son principal talent était de démêler la vérité
que tous les hommes cherchent à obscurcir. Dès les premiers jours de son administration, il mit ce grand talent en usage. Un fameux négociant, Babylone, était mort aux Indes. Il était fait héritier ses 2 fils par portion égale après avoir marié leur sœur. Et il laissait un présent de 30 000 pièces d'or à celui de ses 2 fils, qui serait jugé l'aimer davantage. L'aîné, lui, bâtit un tombeau. Le second augmenta d'une partie de son héritage, la dot de sa sœur. Chacun disait c'est l'aîné qui aime le mieux son père. Le cadet aime mieux sa sœur. C'est à l'aîné qu'appartiennent les 30 000 pièces. Zadig les fit venir tous deux, l'un après l'autre. Il dit à l'aîné, votre père n'est point mort, il est guéri de sa dernière maladie. Il revient à Babylone. Dieu soit loué, répondit le jeune homme. Mais voilà un tombeau qui m'a coûté bien cher. Zadig dit ensuite la même chose au cadet. Dieu soit loué, répondit-il. Je vais rendre à mon père tout ce que j'ai, mais je voudrais qu'il laissât à ma sœur ce que je lui ai donné. Vous ne rendez rien, dit Zadig, et vous aurez les 30 000 pièces. C'est vous qui aimez le mieux votre père. Une fille fort riche avait fait une promesse de mariage à 2 mages. Et après avoir reçu quelques mois des instructions de l'un et de l'autre, elle se trouva grosse. Ils voulaient tous deux l'épouser. Je prendrai pour mon mari, dit-elle, celui des 2 qui m'a mise en état de donner un citoyen à l'Empire. C'est moi qui ai fait cette bonne œuvre, dit l'un. C'est moi qui ai eu cet avantage, dit l'autre. Eh bien, répondit-elle, je reconnais pour père de l'enfant celui des 2 qui lui pourra donner la meilleure éducation. Elle accoucha d'un fils. Chacun des mages veut l'élever. La cause est portée devant Zadig. Il fait venir les 2 mages. Qu'enseignas-tu à ton pupille, dit-il au premier. Je les apprendrai, dit le docteur, les 8 parties d'horizon, la dialectique, l'astrologie et la démonomarie, ce qui c'est que la substance et l'accident, l'abstrait et le concret, les monades et l'harmonie préétablie. Moi, dit le second, je tâcherai de le rendre juste et digne d'avoir des amis. Zadig prononça, que tu sois son père ou non, tu épouseras sa mère. Il venait tous les jours des plaintes à la cour contre les Timadoulé de Midi, nommé Irax. C'était un grand seigneur dont le fond n'était pas mauvais, mais qui était corrompu par la vanité et par la volonté. Il suffirait rarement qu'on lui parlât et jamais qu'on l'osât contredire. Les paons ne sont pas plus vains, les colombes ne sont pas plus voluptueuses, les tortues ont moins de paresse, ne respérait que la fausse gloire et le faux plaisir. Zadig entreprit de le corriger. Il lui envoya de la part du roi un maître de musique avec 12 voix et 24 violons, un maître d'hôtel avec 6 cuisiniers et 4 chambellans qui ne devaient pas le quitter. L'ordre
L'ordre du roi portait que l'étiquette suivante serait inviolemment observée. Et voici comme les choses se passèrent. Le premier pour dire que le volontiers Rax fut éveillé, le maître de musique entra suivi des voix et de violons. On chanta une cantate qui dura 2 heures. Et de 3 minutes en 3 minutes, le refrain était: que son mérite est extrême, que de grâce, que de grandeur. Ah, combien monsieur doit être content de lui-même. Après l'exécution de la cantate, un chambellan lui fit une harangue de 3/4 d'heure dans laquelle on lui louait expressivement de toutes les bonnes qualités qui lui manquaient. La harangue finie, on le conduisit à table au son des instruments. Le dîner dura 3 heures. Dès qu'il ouvrit la bouche pour parler, le premier chambellan dit: il aura raison. À peine eut-il prononcé 4 paroles que le second chambellan s'écria: il a raison. Les 2 autres chambellans firent de grands éclats de rire, des bons mots qu'Arax avait dit ou qu'il avait dû dire. Après dîner, on lui répéta la cantate. Cette première journée lui parut délicieuse. Il crut que le roi des rois l'honorait selon ses mérites. La seconde lui parut enjouant, lui parut moins agréable. La troisième fut gênante. La quatrième fut insupportable. La cinquième fut un supplice. Enfin, outre d'entendre toujours chanter. Ah, combien monsieur doit être content de lui-même. D'entendre toujours dire qu'il avait raison et d'être harangué chaque jour à la même heure. Il écrivit en cours pour supplier le roi qu'il daignât rappeler ses chambellans, ses musiciens, son maître d'hôtel. Il promit d'être désormais moins vain et plus appliqué. Il se fit moins encensé et moins de fête. Il fut plus heureux, car, comme dit le Sadr, toujours du plaisir n'est pas du plaisir.